Bonsoir. À quelques semaines de la période électorale, pour l'opposition ivoirienne, l'heure est aux rencontres et aux tractations. Marcel Amontano chez Henri Konan Bédié, Mabry Touakeus au siège du FPI, on a l'impression d'assister à un rappel des troupes avant la bataille électorale de la présidentielle à venir. Les difficultés administratives de l'ex-président Gbagbo, l'élection à la FIF et ses péripéties quotidiennes, toute cette actualité sera passée au peigne fin dans la deuxième partie de notre émission avec l'aide de nos consultants André Bois, rédacteur en chef du journal télévisé de Live TV, et Marius Aka, fils, journaliste, directeur de publication de InProve Africa. Puisque c'est la dernière de la semaine et qu'il faut savoir joindre l'utile à l'agréable, nous aurons la visite, comme chaque jeudi, du désormais célèbre porte-parole du ministre des Affaires ministérielles pour un point de stress de la plus haute importance. Information et analyse, débat, décryptage de l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est maintenant et c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Et c'est l'acte 4. Ce jeudi, la configuration de notre plateau elle est quelque peu différente, elle évolue un tout petit peu. Parce que nous rejoignent ce soir, je vous le disais, autour de la table du Live Talk, André Bois. Bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir, et Marius Akafis, bonsoir. Bonsoir Brice. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis les membres de la team habituelle, Israël Guébo et Edith Brou-Bleu. Bonsoir Brice. Bonsoir Brice. Jaune. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Donc messieurs et madame, merci d'être avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs à la maison. Ce matin, quelqu'un nous a fait l'honneur de l'amitié de nous dire que lorsque je regarde la chaîne de télé Live TV, je ne m'endors quasiment plus, tant vos programmes sont intéressants. Je tenais à partager cela avec vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Tous les jours, nous disons merci aux téléspectateurs pour leur fidélité, pour leurs messages, pour leur soutien, pour leur adhésion. Pour la critique. Pour la critique aussi, pour leurs remarques. Oui. Oui. Oui, et celles qui ne sont même pas constructives. On reçoit de tout, mais en tout cas, tout ceci, à nos yeux, représente de l'amour que les uns et les autres témoignent à cette chaîne de télé, à cette équipe et à cette émission. Sur ces belles paroles plutôt responsables, les nouvelles du jour, les points saillants de l'actualité nationale et internationale. On démarre tout de suite avec le Live Actu. Notre premier point concerne la politique et je vais me tourner vers... j'ai tous les regards ici avec qui... J'aime bien avoir ce rôle de qui décide, de qui fait quoi. Bon, je vais commencer par Edith Brou. Bien sûr. D'accord. Avec vous, on parle de l'opposition. Absolument, des rencontres. Des rencontres, ça bouge beaucoup en ce moment au niveau de l'opposition. Les anciens et les nouveaux membres de l'opposition, si je peux m'exprimer ainsi, multiplient de plus en plus les rencontres afin de se mettre en ordre de bataille pour les élections présidentielles. Donc les ennemis d'hier qui sont les partenaires d'aujourd'hui. On a eu notamment la rencontre hier de Marcel Amontano, le premier à avoir claqué la porte du RHDP et candidat à l'élection présidentielle. Il s'est rendu chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI, pour une rencontre d'une heure. Il s'est félicité de la disponibilité du président Henri Konan Bédié. Je vous ai posé la question, qu'est-ce qui a filtré? J'aime bien cette expression. Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? On y vient. Il s'est félicité de cette disponibilité du président Henri Konan Bédié à œuvrer pour que les conditions d'un dialogue inclusif soient réunies pour sauver notre pays, en tout cas je le cite, de la destruction. Il a notamment ajouté « J'ai échangé avec lui sur la situation politique de notre pays qui est préoccupante et notamment sur les problèmes des libertés. Nous avons échangé, nous avons accordé nos points de vue et ensuite nous avons également eu au siège du FPI la rencontre entre Albert Mabry Touakeus, président de l'UDPCI, et Pascal Afine-Guesson. Ils ont notamment échangé sur, toujours dans la même veine que celle de Marcel Amontano et Henri Konan Bédié, ils ont échangé sur la situation sociopolitique. Et surtout, Mabry Touakeus est allé à la rencontre de Afine-Guesson pour lui donner l'information qu'il faisait partie désormais de l'opposition. Ça, on le savait en tout cas. Donc, ils ont véritablement échangé. Et on a l'impression que de plus en plus, ce genre de rencontres se multiplient. Auparavant, Mabry avait rencontré également le président Bédié et Mme Gbagbo. Et on se rappelle également que Pascal Afine-Guesson avait appelé, il y a quelques jours, à une union sacrée des partis d'opposition. Mais ce que je note, c'est l'absence, en tout cas,
Mamadou Koulibaly, président de Leader, et également Yamien Konan qui a déclaré qu'il ne se présentait pas, qu'il se retirait de l'élection présidentielle, donc il boycottait parce qu'elle ne respectait pas le droit, la Constitution. Est-ce qu'ils vont se réunir? Est-ce qu'ils vont rejoindre cette mouvance des partis d'opposition? Est-ce qu'on va aller vers une unicité des voix? Tout porte à croire que beaucoup de choses vont changer d'ici le début des élections présidentielles. De la campagne électorale en tout cas. En tout cas, moi je fais mon décryptage sur les photographies, sur les illustrations qu'on a vues tout à l'heure. La rencontre Henri Konan Bédié et Marcella Montano, tout sourire, d'accord, détendu. Détendu. Dire qu'on s'accorde vraiment, on est plus dans un esprit d'accorder les violons, voilà, bon sourire. Puis il y a la photo qui suit, c'est Mabry Touakeus chez Afine Guesson, oui. Petit autre décryptage. Là, ils ont les masques. Rien n'a vraiment filtré. On devine bien la souris derrière. On devine bien la souris derrière. Les souris de façade peut-être. D'accord. Et puis, j'aurais fait mon Willy Dombo sur cette troisième image, celle de l'opposition. Voilà. Il y en a un qui dit « Ah tiens, je pense qu'il faut que je prenne mon masque. » Parce que tout le monde là. Bon, je m'arrête un tout petit peu là. En tout cas, on sent une mobilisation au niveau des partis d'opposition, même si, dans les faits, on ne sent pas véritablement cette unicité malgré tout. Face aux partis au pouvoir. Je vais essayer de vous sortir de votre sérieux et de vos commentaires. Je me tourne vers Israël Guébo. Un autre point qui retient l'attention, c'est cette fois Guillaume Soro qui semble se tourner, sinon qui se tourne vers Emmanuel Macron, président français. On aurait dit une si longue lettre de Guillaume Soro. C'est une lettre ouverte qu'il a écrite au président français Emmanuel Macron. Ce qu'il faut retenir de ce courrier, en résumé, c'est vraiment un reproche qu'il fait à Macron sur son mutisme face à la candidature annoncée du président Alassane Ouattara. Il le dit parce qu'il rappelle que le 5 mars dernier, lorsque le président Ouattara avait déclaré qu'il ne se représenterait plus, Emmanuel Macron, dans un tweet et sur les réseaux sociaux, avait félicité cette décision. Et donc, il ne comprend pas pourquoi aujourd'hui, alors que le président Ouattara revient sur ses paroles, il ne se manifeste pas pour dénoncer cela. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Guillaume Soro indexe directement Emmanuel Macron. Il l'a fait déjà en décembre 2019, après la visite d'Emmanuel Macron à Abidjan. Il l'a fait également en février 2020. En décembre 2019, il dénonçait, je le cite, en guillemets, une dictature. En février, il dénonçait ce qu'il appelait, il disait qu'en fait, il n'y avait pas de sentiment anti-français en Côte d'Ivoire. Et là, il dénonce un peu un mutisme. Si je peux me permettre, Brice, cette lettre appelle de ma part deux commentaires. Et ces deux commentaires sont contenus dans certaines citations. La première, Guillaume Soro dit « Votre réaction déterminera une partie du regard que la jeune génération africaine portera sur la France et les valeurs dont elle se réclame. » Deuxième citation, « L'Afrique croit en la France en tant qu'elle est le pays de la démocratie, ainsi de suite, ainsi de suite. » Ça me gêne un peu, cette citation. Pourquoi ? Ça me gêne parce qu'on est toujours en fait dans cette main tendue, dans ce référentiel. Non, l'Afrique n'a pas le regard porté sur la France. L'Afrique est un continent multilingue, multiculturel, et chacun avec la démocratie par endroits, la monarchie par d'autres. Donc, non, l'Afrique ne regarde pas la France. L'Afrique ne devrait pas regarder un pays, c'est un continent. On demande à un continent de se référer à un pays. Donc ça me dérange un peu. Et toute la jeune génération ne peut pas s'identifier à un président français. Il faut qu'à un moment donné, nous les Africains, on commence aussi à regarder sur les modèles qui fonctionnent en Afrique. On peut citer le Ghana, juste à côté de nous, voisins, ça fonctionne. Pourquoi ne pas prendre référence ou le Nigeria. Pourquoi faut-il que l'Afrique, les jeunes Africains, regardent le président français? C'est vrai, il est jeune, c'est vrai, ça fonctionne peut-être, mais ce n'est pas forcément le modèle vers lequel l'Afrique doit se... C'est assez désolant lorsque ça vient de leaders politiques, de n'importe quel bord qu'il soit. On se retrouve toujours à revendiquer notre panafricanisme, à revendiquer notre autodéterminisme. Quand ça ne nous arrange pas. Et voilà, et quand ça ne nous arrange pas, on crie à l'aide à la France pour soi-disant venir nous sauver. Je comprends bien, on change le schéma. Si je dois regarder sur ça, effectivement, on se décrédibilise, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est plus dans les bonnes grâces des pouvoirs, on commence une fois qu'on n'a plus le pouvoir. à solliciter l'aide extérieure, tout ça. Je pense que tout ça, c'est pas très sérieux. C'est, bon, voilà. Et qui sache qu'il ne parle pas au nom d'une jeunesse qui appelle à l'aide la France. Israël a tout dit, pratiquement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. On a des modèles en Afrique, il y a des exemples
qu'on peut regarder. Il y a des luttes qui ont été menées par des gens des années durant qui sont restés dans l'opposition. On ne parlera pas des Jonathan Mills et bien d'autres. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est des exemples qui montrent qu'à un moment, il faut avoir une capacité de résilience, même quand on est face à un pouvoir qui, aujourd'hui, vous empêche de pouvoir vous exprimer. Donc, ça ne sert à rien de solliciter. Vous avez l'impression, Israël, que Guillaume Soro demande de l'aide à Emmanuel Macron? Non, ce n'est pas forcément de l'aide. Ce qui me dérange, c'est vraiment le fait de mettre Emmanuel Macron comme le référent. Le garant. Le garant démocratique pour une jeunesse africaine. Oui, mais sur la question de Brice, lui, il a très bien, il a situé, lui, ce qui le dérangeait. Mais derrière, quelque part, à travers les propos de Soro, c'est que c'est une aide qu'il demande. Parce qu'au fond, on n'est pas suffisamment audible, c'est sûrement la voix d'Emmanuel Macron qui va être mieux entendue. Et il outrepasse la CEDEAO. Ça, c'est une autre lecture. Après, si tu veux, moi je n'ai pas de problème avec le fait que, par la liste des formes, à partir du moment où tu t'ingères dans une politique intérieure d'un pays en saluant une décision d'un chef d'État de ne plus se représenter, par la liste des formes, il faut peut-être revenir, parler en tout cas. Pour l'instant, c'est un silence qui dérange, mais là-dessus, je pense qu'on peut s'arrêter là et ne pas forcément demander de l'aide. Oui, vous l'avez bien dit, on va s'arrêter là. À l'international, très rapidement, avec vous, André Bois, c'est au Burkina Faso qu'un code électoral est en train de créer des inquiétudes dans les cœurs des uns et des autres. Oui, inquiétudes, mais pas tout à fait, parce que là, pour situer la question, c'est que le 22 novembre, on aura une élection couplée législative et présidentielle au Burkina. Et on sait que le pays est quand même dans une situation très difficile par rapport aux djihadistes qui empêchent certaines zones de fonctionner normalement. Et donc, le pouvoir a voulu faire évoluer le code électoral, mais sur la base d'un consensus. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que les opposants ont voté cette loi, beaucoup d'opposants ont voté cette loi, au motif que, il faut prendre en compte la situation sécuritaire. Mais derrière, la mesure phare est un peu problématique quand même. Elle dit clairement que s'il y a des élections, et que durant les élections, certaines zones n'arrivent pas à voter, le Conseil constitutionnel va valider les élections sur la base des zones qui ont voté. Donc s'il y a que, admettons, s'il y a 200 lieux de vote et qu'il y a 150 ou 130, 180 qui n'arrivent pas à voter, on va valider sur la base de... Les opposants s'inquiètent en se disant ça peut être la porte ouverte à toute forme de manipulation. On peut dire, si je sens que c'est le bastion d'Edith, je vais faire 2-3. Voilà, et puis on ne sait jamais. C'est toutes ces choses-là qui crispent un peu les positions. Oui, ceux qui ont voté ont commencé un tout petit peu à se dédire. Et puis après, ceux qui n'ont pas voté carrément disent mais enfin là, la parole du peuple, c'est vraiment la majorité. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une situation, un cas de force majeure, mais il faut privilégier quand même le fait qu'il y a un quota qui doit être représentatif du vote. Et certains députés disent que c'est une manière pour l'État burkinabé en griffe, de se désengager de la gestion de la situation sécuritaire, alors au lieu de prendre le problème à bras le corps, une certaine manière pour eux de se désengager. Plus générale, plus large, puisse se faire. Parce que ça va exclure aussi le droit de vote à certains burkinabés parce qu'ils sont dans des zones où la situation sécuritaire est fragile, où ils sont carrément dans des zones de non-droit. Il y aura une certaine catégorisation finalement de ces burkinabés. C'est que l'État a le devoir de sécuriser l'ensemble du territoire et de garantir la bonne tenue des différents scrutins. Et voilà. Merci. Ils ont même appelé peut-être à réfléchir à peut-être comment je pourrais dire, reporter les élections, pourquoi pas en attendant de trouver une solution. Oui, c'est ça. Le consensus quand même au Burkina, c'est que l'ensemble de la classe politique ne veut pas de report d'élections. Oui. Donc il y a un consensus et donc le consensus a voulu qu'on modifie le code électoral. Bon voilà, donc ils sont eux-mêmes dans une situation un peu, peut-être ce sont les termes, je pense, de la modification qui pose problème. Sinon, le fait que les élections se tiennent, ils sont tous d'accord là-dessus. D'accord. Cette première partie de cette séance de décryptage, j'ai avec moi André Bois, je le disais, rédacteur en chef du JT de Live TV, Marius Akafis, journaliste et directeur de publication d'Improve Africa. Avec vous, messieurs et madame, nous allons décrypter et disséquer les récents événements qui ont fait l'actualité dans notre pays. Et nous allons commencer par le premier point de ce décryptage, nous intéresser à ce qu'on a appelé ici des sujets prévisionnels. C'est le président Laurent Gbagbo, il faut qu'on en parle un tout petit peu. Et c'est certaines de ces difficultés administratives, notamment sa radiation de la liste électorale. Comment vous appréciez cette situation ? Je vais commencer par vous, parce que... Il n'a pas encore parlé. D'accord. Marius. Merci beaucoup. Je pense que la question de la réalisation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est liée à
aux différents, aux mots qui minent la sphère politique ivoirienne. Parce que Laurent Gbagbo est un citoyen qui demande un passeport, ça ne devrait pas causer de problème. Ça devrait se faire normalement. D'autant plus que le gouvernement ivoirien estime que Laurent Gbagbo a été jugé à pas coutumance et qu'il est sous menace d'emprisonnement ici même à Abidjan. Je pense que l'idéal serait qu'on le laisse rentrer chez lui au pays, tout simplement. Alors, sur ce point, je voudrais profiter même pour vous dire que les Ivoiriens ont tendance à croire que le fait de donner un passeport est politique. C'est juste administratif. C'est juste que M. Laurent Gbagbo est comme M. Marius Aka, comme M. Bois, qui demande un passeport. Donc il faut qu'on lui remette son passeport. Il n'y a pas de débat là-dessus, normalement. Mais si, non, moi, Marius Akafi, je ne partage pas ce débat. Je pense qu'on est vraiment dans un acte politique. Et un acte politique doit s'apprécier ou se régler d'un point de vue politique. C'est vrai, c'est un citoyen comme tout autre, mais il est président, quand même un ancien président de la République. Il est président d'un parti, en tout cas il se réclame président encore du FPI. Il veut être candidat et on sait la situation dans laquelle il s'est retrouvé à l'extérieur. Donc je pense que tout ça fait qu'il faut forcément qu'à un certain moment, on ait quelques négociations, de bons offices, faire venir des gens. Parce que ça fait partie aussi, je pense, du jeu politique, de faire en sorte que le pouvoir qui est en place puisse être plus ou moins... écoutez ce qu'on a à lui dire. Mais nonobstant le fait que, Marius Akafi disait, nonobstant le fait que c'est un droit qu'on est obligé de lui reconnaître, de lui remettre un passeport, vous avancez l'argument politique André Bois. Oui, il y a deux éléments qu'il faut souligner qui peuvent laisser penser justement qu'on est face à une décision politique. Premier argument, c'est que le délai de délivrance du passeport, ça traîne. On a l'impression que ça traîne en longueur. Donc on est un peu hors délai. Deuxième élément, rappelons à l'histoire qu'à un moment donné, les rôles étaient inversés et qu'à ce moment-là, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo a lui-même fait diligence pour que le passeport de M. Alassane Ouattara soit délivré assez rapidement. Donc, quand on met les deux arguments là dans la balance, on en face se dit que oui, effectivement, il y a un... Quand vous en parlez comme ça veut dire que pour ceux qui estimaient que le pouvoir n'avait pas à intervenir dans cette question de délivrance, vous dites qu'également, il y a eu des situations où le président de la République avait fait diligence. Ouais, ça fait jurisprudence, moi, de mon point oui, de vue. mais dans ce cas-là, permettez-moi de penser que vous me rejoignez. Quand Laurent Gbagbo a dû intervenir, ou je ne sais pas, en tout cas, ça a été plus facile pour Alassane Ouattara d'obtenir son passeport et autres, j'imagine qu'il y a eu... politique. J'imagine qu'il y a eu des tractations, ils ont dû se parler, l'autre a dû rassurer Laurent Gbagbo, qui a été naïf, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a convaincu, lui, Alassane Ouattara, Gbagbo, de faire quelque chose pour lui. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour Laurent Gbagbo de convaincre aussi. On peut épiloguer sur est-ce qu'il doit faire la passe aussi à son tour maintenant à Alassane Ouattara, mais je pense qu'avant tout, ça reste quand même politique, et tu l'as bien dit, c'est une décision politique, et je pense qu'on peut dénoncer, mais une chose est sûre, c'est une décision politique. Je voudrais aller plus loin sur cet argument-là. Aujourd'hui, le président de la République, je l'ai vu lors de son investiture au stade Fouboigny, pancarte à la main, annoncer un coup KO. Quand on est sûr de pouvoir gagner les élections un coup KO, quand on est sûr d'avoir la majorité sur l'ensemble du territoire avec son parti politique, il faut laisser ses adversaires politiques rentrer en Côte d'Ivoire. Une victoire, elle est belle lorsqu'elle est gagnée avec des adversaires en face. Donc, oui, je vais finir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment que ce soit le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, il faut que tous rentrent en Côte d'Ivoire. Il faut faciliter leur entrée en Côte d'Ivoire. Est-ce que Israël Guébo, vous en parliez, est-ce que le président Laurent Gbagbo a annoncé officiellement une candidature à cette élection présidentielle? Même s'il n'a pas annoncé, première chose, c'est quand même un ancien chef d'État. Il a fait la demande de revenir en Côte d'Ivoire. Si vous estimez qu'il est condamné, laissez-le rentrer. Et puis est-ce qu'il rentre pour être président? Ça, c'est un autre débat. Oui. La première chose, c'est un citoyen qui veut rentrer en Côte d'Ivoire. Et il a droit à son passeport. Il a droit à son passeport. On est tous d'accord à toute cette table que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, a droit à un passeport. Bien sûr, ça, il ne s'agit même pas de le nier. Non, moi, l'argument concernant le un coup KO, tout ça, pour moi, ça relève aussi du commentaire politique, comme on est en train de le faire. Mais je pense qu'une chose est sûre, c'est une décision politique. Il ne s'agit même pas de nier ça, vraiment elle est politique. Mais s'il s'agit de dire que nous, on va imposer notre agenda à Alassane Ouattara, comme il a pu imposer son agenda
à Laurent Gbagbo, c'est une erreur, parce que c'est un homme politique, il choisit son agenda. Qui vous dit que le passeport, il ne le donnera pas après les élections? Mais c'est ça fait partie du jeu politique, je pense. Donc, à un moment, sortons de la naïveté. Parce que, voilà. Moi, je parlais d'Edith Brou, qui ne s'est pas vraiment exprimé. Et Edith Brou, vous estimez qu'effectivement, déjà que c'est un droit dans un premier temps, et vous me direz c'est un jeu politique, mais Edith Brou, vous me dites, ça peut participer à décrisper la situation. Totalement, à décrisper la situation, l'atmosphère électorale, préélectorale. On est à 2 mois, loin de 2 mois de l'élection. Qui est chargé. Qui est délétère, qui Oui, est chargé, qui est tendu. Certaines ONG parlent de situations de répression. Il suffit juste d'un geste. André Bois a parlé de gestes politiques. Juste un geste politique qui permettrait de pouvoir réunir tous les fils de ce pays. On parle de réconciliation à longueur de journée. Ce serait un acte fort de pouvoir permettre juste à ce citoyen de revenir dans son pays, de pouvoir purger sa peine, pourquoi pas, si c'est le cas. Et ensuite, on pourra voir après. Je pense que c'est des débats qui n'en finissent pas. Il n'a pas de réponse depuis sa demande de passeport. Je crois que l'échéance... Elle est écoulée, on a parlé de 15 jours pour une demande de passeport à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas de retour, il n'a pas de réponse. Laissons-le revenir, laissons les autres également dans ce premier revenir. temps, moi je sais pas, le passeport est le seul document. Mais c'est ça, il y a deux, ça va être ma prochaine question. Le passé également qui est possible. C'est ça va être la prochaine question. Pour dire, le passeport ne signifierait pas tout de suite que Laurent Gbagbo prendrait le prochain avion. N'oublions pas, avec Blé Goudé, son baluchon, juste à côté, pour que les deux viennent, parce que les deux sont unis, il faut faire le geste. N'oublions pas également, et quand on parle de stratégie politique, de mon point de vue, c'est aussi une façon, lorsque Laurent Gbagbo se rend lui-même à l'ambassade. Il leur met la pression. Ben oui, c'est exactement ça. On est vraiment dans ce jeu-là. Et puis. Et il va continuer de le faire. Il va repartir peut-être chaque 2 semaines, chaque semaine pour demander le point où mon dossier en est, mon dossier de demande de passeport, où ça en est. Parce que déjà, le fait qu'il soit parti la première fois, ça a suscité déjà les commentaires une seconde. S'agissant de décrispation, je vous fais une confidence. Le 6 août, j'étais à la rédaction, j'ai écrit un article pour encenser le président Ouattara. Ouais. Cet article disait, oui, le Mandela est né. Le Mandela ivoirien est né. J'ai écrit cet article, je n'ai pas pu publier parce qu'il m'a fait mentir. Vous savez, après tout ce qu'il a fait, après tout ce que M. Ouattara a fait, je pense qu'au niveau infrastructurel, il y a quand même matière à vendre un peu sa mandature. Mais tout ça part un peu en fumée avec la crispation que nous vivons en ce moment, avec les manœuvres auxquelles nous assistons. Il était tout simple pour le gouvernement, sinon le président de la République, de faire entrer Blé Goudé, Laurent Gbagbo, il rentre. Quand vous dites, mais il y a une chose que Marius oublie, Marius, il y a une chose que vous oubliez, je pense, c'est qu'ils sont quand même condamnés. Non, ils sont condamnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, restons en disant, bon, ils doivent rentrer. S'ils rentrent, quelle position le pouvoir devrait adopter? Logiquement, je viens, normalement, c'est de les arrêter. Une fois qu'ils mettent les pieds en Côte d'Ivoire. En principe, puisqu'ils sont sous le coup d'une condamnation, les deux, 20 ans, 20 ans. D'accord. Donc, on doit les arrêter. Je veux dire que, vous voyez que la décision politique est importante quand même dans ce dossier. C'est pas juste du fait qu'il ait parlé de Mandela. Il avait préparé son papier avant le discours du président. Ce que vous estimez, c'est qu'il n'y a pas que la démarche du passeport, c'est un ensemble d'actions qui devaient être menées. Laurent Gbagbo rentre. Et au nom de la paix, au nom de la réconciliation, Laurent Gbagbo n'est pas arrêté. Il va chez lui à Mama, comme il l'a toujours voulu. Et après, on le convoque en justice. Il va répondre. S'il est condamné, parce que normalement, quelqu'un qui a été jugé accoutumance, le procès doit répondre quand il est là. C'est ça. Donc, s'il est condamné, il est condamné. S'il ne l'est pas, il vit sa vie. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 10 jours. Environ 10 jours du délai du dépôt de candidature. Laurent Gbagbo est techniquement folklore. Il ne représente pas une menace pour le président Ouattara. Ça, c'est l'analyste qui le pense. Oui, il ne représente pas une menace pour le président Ouattara parce que Laurent Gbagbo, même si hier EDS nous apprend qu'effectivement ils vont forcer les portes pour déposer sa candidature, il y a d'abord le principe du parrainage qui n'a pas été fait. Moi, je pense qu'ils n'ont pas encore... Parce que jusque-là, on n'a pas eu information selon laquelle Laurent Gbagbo serait candidat et qu'il y a des personnes qui devaient le parrainer. Ça n'a pas été fait. Et le 31 août... Le 31 août. Oui, c'est la fin. Donc, il n'est pas candidat. Il ne peut plus être... Vous ne craignez pas les troubles? Les troubles sont là
pendant que Gbagbo est en Belgique. Imaginons Vous s'il voyez revient. Comment? Imaginons s'il revient alors. S'il revient, Gbagbo n'est pas... Laurent Gbagbo, Je cite ne pense qu'il a pas dit que... dans son avocate, en tout cas dans le communiqué D'accord. qu'elle avait pondu la première fois quand ils sont allés réclamer son passeport, disait que l'objectif de Laurent Gbagbo est de rentrer, de participer au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc c'est un engagement qu'il a pris. On sait ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que si Laurent Gbagbo vient à Abidjan et qu'il s'assoit quelque part à Mamaïdi, cessez de... Il suffit juste d'un mot d'ordre. D'un mot d'ordre. Oui. Je pense que les choses iront au mieux. Non, mais ce mot d'ordre, là, il aurait Oui. pu... Même, On fait un dernier tour de table sur cette question, s'il vous Nous, plaît. on ne va pas lui imposer ça, mais parce que c'est un homme de pouvoir, Laurent Gbagbo. Il a été président, il adore la conquête du pouvoir, il sent le pouvoir. Donc, je pense que s'il ne dit rien, c'est parce qu'il a son ambition. C'est aussi de revenir au pouvoir. Mais Sinon, il aurait pu adouber Afinguessan, adouber quelqu'un Justement, dans si son telle est parti. son C'est pareil ambition, que si pour telle est Alassane son Ouattara. ambition, là je l'ai écrit, c'est que Laurent Gbagbo, tout comme Ouattara, tout comme Henri Konan Bédié, n'aiment pas la Côte d'Ivoire, mais ils aiment le pouvoir. Bon, Tout simplement. Si telle est son ambition. Moi, je pense qu'après tout ce qu'il a fait, ouais. on peut lui attribuer le titre de père de la démocratie parce qu'il est quand même Oui, était l'acteur majeur du bien sûr, multipartisme bien en sûr. Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a rebâti le pays après Fouboigny. Ouais. Henri Konan Bédié a suivi les projets du président Fouboigny. Ces trois personnalités-là ont beaucoup fait. Ouais. Elles devaient se reposer. En fait, vous Ah, c'est appelez justement à leur mise à la retraite. Mise à la retraite. C'est clair. Et ça allait aider. Vous estimez à que ça allait aider ça la allait- situation à être la beaucoup situation, plus... oui. La situation politique à être beaucoup Oui. plus Détendu. détendue. Plus détendu. Merci, messieurs. On va passer à un autre point, parce qu'on a 2 ou 3 points à aborder. Cette fois, c'est ce qu'on a surnommé ici notre fameux feuilleton, la Casa de la FIF. Vous n'étiez pas là, Marius Akafis. Eh bien, l'élection de la FIF et ses différents rebondissements. Là, je cite la suspension du processus électoral par la FIF, la suspension, l'intervention de la FIFA, la démission du président de la commission électorale, la réunion du comité exécutif de la FIF. Toutes ces choses-là, André Bois, je le vois en train de dire... Qu'est-ce que ça suscite en vous? On parle de rebondissement, on parle de péripéties. Non, j'aurais voulu, sans trop te couper, j'aurais voulu qu'on ait un mot quand même pour 2 ou 3 sujets avant que tu ne passes à la politique. Juste un mot avant que tu ne passes à la politique, Bon, c'est sûr. ce que Il y a je vous Namien permets. Konan qui s'est retiré, parce Bon, que ça, je voulais qu'on en parle. Il y a eu Namien Konan, il y a eu quelques trucs politiques. Et si on peut en parler rapidement, si vous permettez, parce que c'est... Je vous permets de marquer une pause et on revient juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk après une courte pause. Passionné de sport, passionné de foot. J'étais tout de suite prêt pour qu'on place le ballon au centre. Bon, on va revenir un tout petit peu sur le volet politique et surtout parler de ces différents mouvements au niveau de la scène politique en Côte d'Ivoire. On parle des différentes manifestations. Un premier point de cette deuxième partie, des différentes manifestations, j'ai envie de dire, concernant la candidature du président Ouattara. Oui, on doit en parler, puisque enfin, il a déposé officiellement sa candidature. C'était lundi. Ouais. Donc, vous en avez parlé ici. Et maintenant, on peut s'attendre à ce que le mouvement s'amplifie, puisque pour l'heure, c'était une intention. Maintenant, il a déposé. Il faut que le mouvement s'amplifie. Que va-t-il se passer? Vraiment, je n'ai pas la boule de cristal. Mais une chose est sûre, cette candidature va pourrir encore, enfin, c'est fort, l'atmosphère pendant un moment, avant qu'on rentre, parce que pourrir par rapport au sujet de la campagne, parce qu'on ne va pas pour le moment parler de la campagne, et je pense que le sujet encore va nous préoccuper encore quelques jours. Oui, Alors, oui. sur la candidature du président Ouattara, je pense qu'il faut... Nous sommes à une émission, les Ivoiriens nous regardent, et je suis chez M. Sans Filtre. Sans Donc, je vais filtre, être oui. Sans filtre. Oui. La Côte d'Ivoire a, si vous voulez, le destin de la Côte d'Ivoire est dans les mains d'un seul monsieur qui s'appelle le professeur Ouraga Obou, Oui, rédacteur en chef de la réforme constitutionnelle. d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? L'intellectuel, lorsque nous sommes dans ce genre de situation, c'est là que l'intellectuel s'exprime. Il est expert sur la question. Oui. Mieux, c'est lui qui est rédigé, c'est lui qui a été le chef des rédacteurs. Donc c'est lui qui a, si vous voulez, coordonné tout ce qui est travaux scientifiques. Est-ce que vous Qu'est-ce n'êtes pas en qu'il train de dit? donner trop de Non, c'est juste une question. Une c'est juste lumière question. qui n'est pas une lumière, j'allais dire, plutôt réjouissante. André, il se trouve que sur Ouraga Obou, je pense ici, que là... Ouraga Obou sort, il Oui. parle, Oui. il nous donne sa version.
C'est une Son interprétation. Ce n'est pas forcément une interprétation parce qu'aujourd'hui... C'est au juge constitutionnel finalement de trancher, on est d'accord? Oui, c'est au juge constitutionnel. Mais pourquoi on va déplacer notre attention sur Ouraga Obu? C'est un grand constitutionnaliste de ce pays, d'accord, mais ça fait une pression énorme. Il n'a que participé à rédiger. Ce n'est pas lui qui va choisir qui peut être candidat. Membre aussi dans oui, ce comité il de y avait rédaction. plusieurs membres, mais Ouraga Obu a fait une sortie, je crois, en 2018, parlant même de cette candidature. Il aurait dit que le président Ouattara ne serait pas éligible. De toute façon, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je viens. Il est le rédacteur en chef. Et nous avons appris aussi que le président Ouattara lui-même avait expressément demandé au rédacteur de tenir compte de sa volonté de ne pas remplir, de ne pas briguer un autre mandat. Oui. Donc, les faits sont là. Alors, la Constitution est votée. D'accord. Et puis, il y a eu des cas qu'on peut pas, on n'a pas le temps de citer ici. Le président Ouattara revient sur sa décision. Pourquoi les candidats? Ouraga Obu. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire, selon vous, qui va vraiment... Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire? C'est la vérité. Nous avons nos problèmes en Côte d'Ivoire parce que nous refusons, nous avons peur de la vérité. La vérité d'Ouraga Obu pèse. Pourquoi? Parce que ce serait, si vous voulez, la version de celui qui a été l'auteur des écrits qui sont interprétés en ce moment. Marius Akafi, son cher confrère. Oui. Vous savez, Martin Bléou, oui. c'est aussi un homme de droit, un juriste reconnu, il a bataillé, il a été à la Ligue des droits de l'homme. C'est des gens, à la fac, il est reconnu. Il a dit ce qu'il avait à dire, on lui a dit, d'autres lui ont dit, nous on pense différemment de Martin Bléou, professeur Martin Bléou. Ce sera pareil pour Ouraga Obu. Il y a des gens qui vont dire non, ils pensent le contraire. Donc, le juge, comme peut-être c'est ce que Israël veut nous dire, le juge constitutionnel, c'est sur lui que pèse vraiment cette responsabilité, puisqu'il a accepté depuis d'être juge constitutionnel. Israël Guébo. Quelqu'un a dit sur ce plateau ici, je crois que c'était hier ou avant-hier, que les débats de droit s'interprètent en fonction de la posture qu'on a, de là où on se trouve. Ce que reprochent certaines personnes à Hassan Ouattara, c'est cette question morale, de dire et de se dédire. C'est vraiment là le problème. Sinon, tellement d'accord avec Israël. Si on reste sur la question du droit, on va faire une interprétation. On a parlé d'engagement moral. Dans certains cas, on a parlé d'engagement moral non tenu. C'est ça. Mais là encore, le président Ouattara, si on veut tenir compte de l'aspect moral de la question, je pense qu'il est libre de dire aujourd'hui qu'il est candidat, libre demain de dire qu'il ne l'est plus. Mais le contrat avec un politique, c'est un contrat aussi un peu moral. Parce que quand le politique dit « demain, je vais vous construire des routes c'est pareil que de dire « demain, je ne vais plus être candidat parce que je pense que mon temps est passé ». Je pense que c'est de la même valeur. C'est-à-dire que pour nous, quand le candidat dit « mon temps est passé », mais il y a un cas de force majeure. Non, mais il y a un cas de force majeure, c'est ce qui fait que je ne peux pas vous construire des maisons, je ne peux pas... Non, il y a un contrat moral entre nous et l'homme politique. Et ça, je pense que ça a une valeur plus importante quand on fait de la politique. Parlons de contrat moral, n'oublions pas également qu'il a laissé une fenêtre, une porte ouverte en disant « je ne veux pas me présenter, je ne me présenterai pas, mais si... » Mais la porte ouverte, la porte ouverte était plus loin. Il disait que, il disait même que lui déjà, il disait que la Constitution dès mars, il disait que la Constitution me permet d'être candidat, mais je me retirais. Donc on voit bien qu'on n'est même plus sur le terrain juridique. Il dit bon, d'accord, la Constitution. Les candidats du même âge mais comme moi-même, j'ai une ambition pour mon pays, c'est de révéler une nouvelle génération. Donc je vais permettre à cette nouvelle génération de prendre les choses en main. Et ça, je pense que c'était assez fort. Sauf que ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est que pendant qu'on est dans les tractations, dans les débats, il doit pas, il dépose sa candidature. Oui. Il avance. Il avance. En même temps que lui, il y a Kakabé, il y a Pascal Affi-N'Guessan, il y a d'autres candidatures. Il y a Henri Konan Bédié qui a déposé sa candidature aujourd'hui. Il faut en parler aussi. Si je peux me permettre, sur cette question des candidatures, des dépôts de candidatures, je trouve que sur ce coup-là, l'opposition joue mal. Ils parlent de voix dissonantes, ils marchent à des pas séparés. Et aujourd'hui, ils sont en train de laisser le président Ouattara tout seul sur le terrain. Affi-N'Guessan est contre le boycott. EDS va déposer la candidature de Gbagbo. Kakabé a déposé sa candidature. Bédié va certainement déposer. L'UDPCI va candidater. Nyamien Konan se retire. Zarour qui a annoncé aujourd'hui qu'il se retirait. On est vraiment dans une opposition qui ne parle pas du même voix. Et juste une petite parenthèse dans ce que tu dis. Simone Gbagbo, qui est censée appartenir à EDS, annonce aujourd'hui donc que elle est pour le boycott, sachant que EDS veut aller déposer la candidature. Voici la nomenclature. Je vais finir. Une précision peut-être. Je vais finir. Donc, on a
cet ensemble dans l'opposition qui ne parle pas d'une même voix, mais on a aussi au sein de chaque parti de l'opposition des voix dissonantes. Il y a une bataille à 3 voix au FPI, au PDCI. Donc, on ne peut pas, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que nous allons contre toi à une bataille si vous-même vous n'êtes pas unis. Et je trouve que c'est un peu dommage de la part de l'opposition. Est-ce que c'est parce que Flair Raffinguessan, lorsqu'il appelle un rassemblement au niveau de l'opposition pour faire face en face Une chose est d'appeler, une autre est dans les faits, et je crois... Une autre est dans les faits, une autre est d'être suivie. C'est ça, il faut que dans les faits, ce soit matérialisé cette alliance. On le demandait hier à notre invité, on disait, oui, il y a une alliance qui est sur le papier entre le PDCI et le FPI version Assoir, donc Laurent Gbagbo, mais pour l'instant, c'est une alliance comment dire ça, qui est sur du papier. On ne voit rien dans les faits. Il n'y a pas de voix qui concorde. Non, mais Marie s'apprête à faire une précision. Je voulais faire la précision concernant la position de Mme Simone Gbagbo. Quand elle a dit qu'elle n'appelle pas au boycott, mais plutôt, elle appelle à ce qu'on reporte. Non, pas à ce qu'on reporte, mais qu'effectivement, l'environnement électoral soit plus, comment dire, plus apaisé et que ça puisse nous garantir des élections, bien entendu, transparentes. Donc, elle souhaite que les Ivoiriens se mettent ensemble pour qu'effectivement, certaines recommandations qui ont été faites par exemple, la Haute Cour africaine de justice et autres, c'est que ces recommandations soient prises en compte. Oui, donc c'est exactement ce que je dis. En fait, tout à fait. C'est peut-être différent d'un Elle n'appelle pas au boycott. Oui, je suis d'accord, mais elle parle d'une voix. Donc elle appelle à ce que les conditions soient bonnes. Pendant ce temps, d'autres ont déposé. Lorsque tu déposes une candidature, ça veut dire que tu t'engages dans le processus. Voilà, dans le processus. Oui. D'autres se retirent dans ce processus-là. Donc, on est vraiment dans une l'opposition n'a jamais été... C'est ce que je m'apprêtais à vous poser comme question. Est-ce que l'opposition en Côte d'Ivoire a déjà parlé d'une seule et même voix? Mais même si elle ne l'a jamais pratiqué, cette façon de faire, mais je pense que c'est peut-être... On peut penser que c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, en tant qu'analyste, le RHDP autour d'Alassane Ouattara est une force très puissante. Une force très puissante, mais qui a perdu certains de ses alliés qui ont quitté le navire à un moment donné. J'ai quelques doutes. Le ministre Daopolin qu'on a reçu ici estimait que ceux qui sont partis ne représentaient pas... Lorsqu'on est au RHDP, on pèse, et quand on quitte, on ne pèse non, pas du tout. Moi, c'est pas qu'ils ne pèsent pas ou ils pèsent. Si on prend la base d'une élection, des résultats que tous les acteurs politiques ont reconnus, ce sont les résultats de 2010. Du premier tour de 2010. 38% pour Laurent Gbagbo, 32% pour Alassane Ouattara et 25% pour Bédié. Prime au sortant. Donc on peut penser qu'Alassane Ouattara, durant son mandat, a pu faire moins de déçus. Donc de ces 32%, il peut avoir pris beaucoup d'Ivoiriens qui pensent qu'il a bien travaillé. Donc on peut penser que... Beaucoup d'Ivoiriens ont pu estimer qu'il les a déçus. Non, prime au sortant, en général, le sortant, même quand il gagne avec moins de voix, le cas de Macky Sall par exemple au Sénégal, qui avait gagné au premier tour, c'était très difficile, il a fini par battre Ouad, mais quand il est reparti aux élections, il y a toujours une prime au sortant. Laurent Gbagbo, c'était 18%, il y avait presque 20 ans, mais quand il revient en 2010, il a 38%. Même son pourcentage, même en 2000, était très faible. Donc, quand il sort en 2000, 38%, c'est quand même important. Donc, on peut penser qu'Alassane Ouattara va en prendre un tout petit peu. Donc, sur cette base-là, et qu'il n'y a plus Laurent Gbagbo, la force de Laurent Gbagbo, il n'est plus là. Parce qu'il n'appelle pas à voter, il n'est pas candidat, il ne donne pas de consigne de vote. Donc vous voyez qu'Alassane Ouattara est quand même assez à l'aise. Vous savez, il faut aussi tenir compte du fait... Question. Oui, rapidement. Il faut tenir compte du fait que ces chiffres-là ne sont pas forcément réalistes. Pourquoi? Voilà, parce que les choses ont évolué. Très bien. Les choses ont évolué et je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui ne s'exprime pas, qui ne font pas les meetings. Est-ce que peut-être pas voté en 2010? Cette majorité silencieuse, non. Cette majorité-là, on a appelé, à tout le monde, à quoi 7,5 millions d'électeurs. C'est un peu plus qu'en 2010, qu'en 2015. Mais c'est pas, la majorité silencieuse dont vous parlez, elle est chez elle à la maison, elle est sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle s'exprime dans les votes? Tout l'enjeu est là. Est-ce qu'aujourd'hui, elle va manifester son droit de vote? Non. Vous prenez les chiffres aujourd'hui concernant la liste électorale. Alors moi j'ai une question, une dernière pour terminer ce point-là, messieurs. On va le faire très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que l'opposition elle est bien préparée pour partir à une élection présidentielle? Moi, je dirais absolument pas. Alors, bien préparé, ça veut dire qu'on est prêt. Or, je sens que le processus en lui-même
vu les éléments qui ont été relevés concernant les imperfections dans le processus, c'est-à-dire que le processus électoral, je pense que là, l'opposition est plus focus sur comment faire pour garantir la crédibilité même du processus. Mais est-ce la bonne stratégie? Moi, j'ai fait un commentaire. Ouais. Alors, donc, ils veulent s'arranger parce que, ne cachons rien, on a terminer peur, avec ce point-là. rapidement, on a peur d'avoir une autre crise post-électorale parce qu'on n'a pas forcément confiance en l'organisme qui organise les élections. Donc, il faut On va bien retenir que l'opposition... Oui. Vous avez répondu sur le plateau Oui, que c'est vous ça. estimez Ouais. ils ne sont pas totalement prêts. On va retenir qu'ils ne sont pas totalement Ils sont prêts pas pour totalement une prêts, raison oui. ou pour une autre. Mais ils ne sont pas Une prêts. raison. On est d'accord. Tout à fait, tout à Merci, fait. messieurs. Merci beaucoup. Je sais que c'est très enflammé. On va quand même nous relâcher un tout petit peu. Parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder. Donc, si on reste très longtemps, on n'en abordera pas. On parle de sport. On parle de sport dans un très court instant. Et cette élection, la FIF, je le disais, avec certains rebondissements ou de nombreux rebondissements dans cet épisode, dans cette série, dans ce feuilleton dont on a parlé, la suspension du processus électoral par la FIF, l'intervention de la FIFA, la démission du président de la commission électorale, la réunion du comité exécutif de la FIF, tous ces points-là sont abordés dans cette dernière ligne droite de ce décryptage. Et nous a rejoint pour ce faire Jean-Marc Seka. Bonsoir madame, bonsoir C'est la magie du messieurs. sport, c'est la magie du sport. Présentateur du JT sur Live TV. Bonsoir, merci d'être avec nous, Jean-Marc Seka. Merci de me recevoir. Déjà, est-ce que vous estimez que l'atmosphère footballistique est à la sérénité? Je ne dirais pas ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être un observateur rompu à la tâche pour dire que l'atmosphère est plutôt tendue. Il n'y a qu'à voir les différentes étapes que vous avez évoquées tout à l'heure pour se rendre compte qu'on n'est pas dans un processus normal. J'ai envie de dire, au football, ils avaient l'habitude d'avoir des élections plutôt tranquilles et celles-là, elles sont vraiment particulières. Vous me direz non, certainement, mais est-ce que vous n'estimez pas qu'il y a une petite influence de l'atmosphère générale politique sur... Tout à fait. Je pense Tout à que... fait. Tout à fait, parce que, vous voyez, l'élection de la FIF, à la FIF, il n'y a pas de problème en réalité. Tout est parti du fait que le président de la commission électorale, donc le ministre Déby, sur un plateau de télé, a dit qu'il validait la candidature de Drogba peut être validée parce que Drogba, venant déposer ses dossiers, il a envoyé toute une foule, donc du style, il avait peur. Mais Marie Saka, Mais est-ce que c'est parti de là, j'ai même l'impression que c'est parti beaucoup plus... Il y a eu beaucoup d'antécédents, mais je dis, ça veut dire que l'élément déclencheur, c'est ça. Parce que quand le président de la commission électorale vient, il se prononce ainsi, ça biaise le reste du process. Pourquoi? Parce que, vous voyez, en tenant un tel discours, tout ce qui vient après pourrait souffrir de crédibilité. Parce qu'on se dit, il n'a pas été objectif. Donc, le choix n'a pas été objectif. Il suffisait pour René Déby de dire simplement que oui, Drogba, selon les tests, il est éligible ou pas. C'était simple. Oui, On mais non, restait mais le temps que Jean-Marc réagisse. Le problème remonte beaucoup plus loin. Déjà même à la déclaration de candidature de Didier Drogba, le fait qu'il devait collecter les différents parrainages au niveau des fédérations, et si je ne me trompe pas, même le fait qu'il ait déjà déposé sa candidature même déjà posait problème. À un moment donné, il y a eu la fille qui s'est désengagée. Je vais me montrer On parle de la racine de la chose ou on parle des derniers développements? Parce que si c'est la racine, je rejoins Edith, parce qu'à la vérité, le problème est parti du moment où il a commencé à avoir des spéculations sur la capacité de Didier Drogba à réunir les 8 parrainages propres. 8 parrainages propres pour sa candidature. Et je dirais le gros coup a été au moment où il a déposé sa candidature avec le parrainage de l'amicale des arbitres, alors qu'on avait bien vu auparavant que l'amicale des arbitres avait parrainé un autre candidat. Mais ça aurait été facile. Ça suscitait des questions. La question des doubles signatures, des doubles parrainages, ainsi de suite, d'autres choses. Et on est arrivé à une crise et la FIFA intervient pour dire à un moment donné, il faut mettre un peu d'ordre dans toute cette question-là. Moi, juste un mot quand même sur ce qu'ont dit mes 3 amis. Moi, pour le coup, je vais partager, parce que je n'ai pas été beaucoup d'avis avec Marius. Non, pour le coup, je vais partager son avis parce qu'en réfléchissant, je me dis, mais au fond, il n'y avait pas de problème avant.
Parce que Drogba, le vrai problème qu'il n'y avait pas, c'est que Drogba n'a pas montré sa capacité à convaincre les adhérents. Sinon, parce que pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que la FIF, dans ce qu'ils ont mis en place, c'est que essayer de convaincre nos adhérents, nos membres, les groupements d'intérêt, tout ça. Et c'est avec cette, j'allais dire, ce cachet-là que nous, on vous valide votre candidature. Donc finalement, on va dire le problème est né de l'action de René Dibi. Parce qu'à partir du moment où lui, il vient nous dire, écoutez, laissons les textes, il y a une cohésion sociale, vous avez vu comment Drogba il a déposé sa candidature avec un monde fou, évidemment. Ça fait réagir, c'est là où Jean-Marc voulait nous attirer notre attention, ça fait réagir la FIF et ça fait rentrer la FIFA dans ce dossier. Effectivement, parce qu'il faudrait qu'on soit bien clair là-dessus, la FIFA intervient sur saisine de la commission juridique de la FIF, pas la saisine d'un individu, hein. C'est la FIF qui permet à la FIFA... Effectivement, voilà. Et ils ont donné des recommandations que la FIFA a suivies. D'accord. Pour moi, je me permets d'aller un petit peu plus loin. Pour moi, le problème, aujourd'hui, je pense que la décision qui est tombée clarifie un petit peu les choses. Aujourd'hui, on n'a plus un problème de double parrainage. L'interprétation est passée, les textes n'empêchent pas les doubles parrainages, c'est validé. Là où il y a problème, c'est au niveau des doubles parrainages faits avec des signatures différentes. Voilà. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, il faut qu'on comprenne bien l'implication. L'implication, c'est que si, étant donné que le collège électoral est de 81 personnes, si on reconnaît des personnes supplémentaires, le collège passe à 82 ou 83. Parce que si la MAFSI, on accepte 2 parrainages avec 2 signatures, ça veut dire qu'à l'AG, il faut accepter les 2 personnes qui ont signé. C'est ça. Si à l'Africa, on accepte 2 j'ai envie de dire oui, 2 parrainages, donc avec 2 signatures, ça veut dire qu'à l'Africa, il faudra que celui qui a signé pour un candidat et l'autre, les 2 soient là et qu'ils soient capables de voter. Ce qui remet en cause, j'ai envie de dire, le fondement même de l'organisation qu'est la FIFA. Mais en gros, ce que nous venons de dire et ce que Jean-Marc vient de préciser, c'est qu'on vient de décrypter les motifs du rejet de la candidature de Didier Drogba et de l'autre candidat. Le motif, c'est que ces signatures de l'Africa... c'est que la candidature de Didier Drogba a été rejetée, invalidée le temps qu'il saisisse la commission de recours. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 signatures qui ne sont pas des signatures valables. C'est la signature de l'autre de l'Africa et de l'amicale des... Didier Drogba a 5 jours, en 5 jours, voilà. 5 jours ouvrables. 5 jours ouvrables. À partir d'aujourd'hui. Mais d'aucuns se posaient la question par rapport... Est-ce que ça, sur ça, Jean-Marc, qui est un féru de sport, et sur ça, René Dibi, qui n'était plus président, ce n'est pas sa signature qui est apposée sur le document final. Est-ce que ça pose pas un problème? Enfin, que disent les textes au fond? Les textes en eux-mêmes, bon, on ne va pas les éplucher là, on n'aura pas le temps, mais les textes en eux-mêmes prévoient la démission d'un président. Comment est-ce qu'il est remplacé? Il est remplacé par son suppléant, qui lui-même a été désigné auparavant. D'accord. Okay. Maintenant, la question qu'on peut poser, c'est à quel moment est-ce qu'on estime que quelqu'un est démissionnaire ou pas? Est-ce que c'est au moment où il envoie une lettre de démission, ce dont je doute, parce que vu le timing, on n'aurait pas le temps, ou on considère que c'est à partir du moment où quelqu'un se lève et où il claque la porte. Il claque la porte. Quelqu'un a parlé de claquer la porte brusquement. Voilà. Donc, sortir brusquement de la réunion, est-ce que c'est une démission ou pas? Bon, ça dépend, c'est pour aller faire quoi. Voilà. Alors, moi, la question que je vous pose, messieurs, Didier Drogba à 5 jours, a-t-il déjà manifesté l'envie d'évoquer la question du recours? Alors, ce qu'on a entendu déjà sur les réseaux sociaux, c'est que Didier Drogba a dit qu'il ne reconnaît pas, enfin, c'est ce que, le temps de vérifier si c'est vraiment lui qui le dit, il ne reconnaît pas, sinon, il dit qu'il ne reconnaît pas l'instance qui a décidé, puisque rappelons que René Dibi n'était plus président. Est-ce que ça je dis que ça pas décrédibilise, mais d'un point de vue du droit, ça affaiblit vraiment, on va dire, la force juridique de la décision qui a été prise. C'est ce qu'on ne sait pas. Donc lui, il dit qu'il ne reconnaît pas. Enfin, il dit, c'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Donc il aura peut-être un recours. Il a 5 jours pour faire un recours. Moi, je voudrais juste m'attarder sur Didier Drogba lui-même. C'est clair que les étoiles ne sont pas alignées pour lui depuis le début de cette élection. Il avait dit dans une interview, ce n'est pas tant être président de la FIF qui m'intéresse, mais c'est la mission qui lie cette fonction. Au regard de son statut de star, au regard même de sa fortune personnelle, je pense que même en dehors de la FIF, en tant que footballeur, icône,
on a la possibilité, même si on n'est pas président de la FIFA, en tout cas, on verra ce que le recours va donner, Aider même le si on n'est pas sport, président de la ivoirien, FIFA, on peut apporter sa participation au rayonnement du football ivoirien. Ça Entièrement passe par la d'accord avec toi, construction Oui, non, non, ça, d'accord. de Oui. complexes On partage son sportifs, avis ça sur passe ça. par la création de différents clubs de formation, ça passe même par le soutien, même le sponsoring de différentes Oui, équipes. mais- J'ai envie de dire, même si lui, il veut passer par la FIFA. Justement, Bah, le là, canal, c'est c'est comme le droit. quand C'est tu son forces droit. quelque S'il chose. veut passer par la FIFA pour faire Quand changer les quelque choses, chose n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer. lui, il a envie de passer par la FIFA pour pouvoir faire changer les choses. Donc, Moi, je c'est pense son que- droit, on ne peut pas le lui... Moi, je pense que le problème, c'est la curiosité que suscite la candidature de Drogba. C'est surtout ça. Ça veut dire que, parce que j'ai dit une fois dans l'un de mes écrits que si Drogba passe le cap de la candidature, il gagne. Parce que le vote est secret. C'est ça. En ce moment, ceux-là même qui sont pro, etc., voteront pourrait changer d'avis lors de l'Assemblée Drogba générale parce élective. qu'ils ont envie de savoir ce que Drogba va faire avec le football ivoirien. Et on sait qu'il a les Marius moyens. Saka, il doit certainement avoir une petite boule de cristal, où il voit des choses, tout ça. On va s'arrêter là. Merci Marius d'avoir été avec nous. Merci Jean-Marc Seka pour votre point d'intervention dans ce décryptage. André Bois et Edith Brou. On accueille maintenant Mike Danon, c'est le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles pour son magistral point de stress hebdomadaire. Et à circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles, l'actualité oblige, nous serons aujourd'hui en duplex avec monsieur le porte-parole du porte-parole depuis Paris, où il se trouve exceptionnellement. Allô, bonsoir monsieur le porte-parole. Allô? Allô? Vous nous entendez bien monsieur le porte-parole? Oui, bonsoir, honorable Brice, hein, à Pucho Nanina. Ouais, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, de Cinéma Tialir, de Papécourt, en passant par Kobenak Mekro, Yop Benta, Bador et Abobo Sexiar Graffiti. Hein. Votre accent a pris un coup, monsieur le porte-parole du porte-parole. Oui, Comment s'est passé? c'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire? Oui. D'accord. Comment s'est passé le voyage? Bien. À partir d'Abidjan à 11h, le vol s'est passé sans turbulence. Hein. Voilà, ciel calme et coloré. Bien sûr, les hôtesses ont reconnu la Tauté nationale. Donc, explosion super cosmique, service impeccable, collation super bio. Voilà, un temps parfait, massage thaïlandais, Morito et Tomiji. Et bien sûr, arriver à l'aéroport, c'est bien sûr des degrés, un degré de 10 à 14 degrés. Donc, bien sûr, en moins de 5 minutes, le tcha a pris. Comme vous pouvez le voir, le teint est sorti, hein, bim. Monsieur le porte-parole, vous êtes en mission officielle ou vous êtes en vacances? Alors, il faut dire que normalement, je ne suis pas habilité à accompagner le chef de l'État et son épouse dans ce genre de déplacement. Mais vu le volet international de mes fonctions, c'est le président Macron en personne qui a demandé que je fasse partie de la délégation afin d'être le porte-parole, bien sûr, des deux États lors de cette rencontre-là. Mais est-ce que cette rencontre a eu lieu? Vous dites? Est-ce que cette rencontre a eu lieu, monsieur le porte-parole? Oui, d'accord. Effectivement, la rencontre en elle-même est un déjeuner de travail qui se passera dans quelques jours. Oui. Mais là, il y a eu une brève rencontre entre les deux hommes, bien sûr. Je ne peux pas vous donner le contenu de tout ce qui s'est dit, mais je sais qu'en première partie, il a été question de l'absence du tweet du président Macron suite à la volonté de son homologue ivoirien de briguer un nouveau mandat. Et là-dessus, le président ivoirien a dit en ces termes, et je cite, hein, Riyad, jeune, l'amitié, c'est pas comme ça. Il y a parlé, tu as tweeté. Il y a parlé, tu n'as plus jamais tweeté. Wallah, tu ne m'as pas bognan. Si je t'ai dit que j'ai aimé de devenir adjecté 100 francs avec poisson ton 500. Et le président Macron, au préalablement hein, coaché par Nash Lago Krakra du Djassa, a répliqué dans le même algorithme linguistique. Ouais, vieux, c'est pas affaire de bognan lire. C'est une affaire de c'est pas pareil chose que trick. Tu as parlé, j'ai tweeté. Quand tu as reparlé, j'avais plus de batterie. Opi était au Liban, réseau dans Shawama, c'est toujours comme pâte à l'ail. Donc laisse à faire, allons regarder le point de stress et au moins à faire durer sauce graine, allons d'abord. Fin de ma première mission. Ma deuxième mission, c'est dans quelques heures, je dois rencontrer Kylian Mbappé et Neymar qui m'ont appelé il y a 3 jours afin que je sois leur porte-parole auprès des Ivoiriens supporters du PSG qui, pour certains, après la défaite, se sont retrouvés hospitalisés.
Demain, c'est plutôt mission politique et réconciliation nationale sous mandat du gouvernement, bien sûr, de la société civile et des chefs traditionnels. Donc, ma première rencontre se passera à 10h, heure de Château-Rouge, et je vais rencontrer le PM Soro Guillaume. On parlera bien sûr de l'actu locale et surtout de savoir la rumeur qu'il annonçait au Mali, savoir si c'était une visite de Tombouctou ou si c'était une invitation au mariage du dimanche à Bamako par Amadou et Mariam. Dans l'après-midi, je m'envole par vol spécial direct à La Haye, en Hollande, pour rencontrer bien sûr le ministre Charles Blé Goudé, afin qu'on puisse essayer de changer sur son affaire de barrage dans barrage. Parce que là, tout Sikoji est un peu perdu dans le film. Est-ce que c'est barrage à main dans cabine ou est-ce que c'est barrage en soute? Parce qu'on sait tous que l'autorisation des kilos dans un avion est entre 25 et 10 kilos. Donc, il faut voir si l'équation est plausible. Bon, bien sûr, je vais faire sûrement un échange WhatsApp avec le président Laurent Gbagbo afin de savoir si son BC est sorti propre. Je m'envole ensuite dès le lendemain pour l'Espagne afin de rencontrer Lionel Messi, qui m'a appelé ce matin et qui souhaite avoir mon avis sur la décision qu'il va prendre de quitter son club. L'objectif de ma médiation est bien sûr de l'empêcher de quitter le club catalan. Parce qu'on sait tous que dans le PIB de notre cohésion sociale, s'il y a une chose qui réunit les jeunes d'Abobo et les jeunes de Yopougon, c'est bien sûr le maillot barcelonais. Tant dans les baptêmes, à la gare de Baka et surtout dans les tournois de Zébier de Maracana. Donc, c'est important qu'il reste au Barça. Ensuite, mon cher Brice, si tu me reçois toujours, oui. Il est important que je fasse une mise au point très musclée. N'en déplaise à certains, mais certains événements à Abidjan ne me conviennent pas parce qu'ils n'ont pas obtenu mon accord. Il est dit que le patriarche René Dibi, l'homme d'Accra Joe, le baobab de Lopou, a fini par claquer la porte et est parti de la commission électorale. Quelqu'un qui soulève son doigt et on gagne une canne, qu'est-ce qui va se passer s'il soulève son pied? Donc, il faut déjà s'inquiéter de cette situation. Et ensuite, ce n'est pas moi qui ai validé ce départ. Et ensuite, je ne l'ai pas annoncé. À côté de ça, la candidature de Didier Drogba a été invalidée sans que je ne sois informé et sans que ce ne soit moi qui l'annonce. Ensuite, j'apprends que le préfet hors grade, Toby, aurait démissionné sans que je ne sois informé et bien sûr sans que ce soit moi qui annonce cette décision. C'est un manquement grave à mes fonctions et je peux vous dire, soit je suis le porte-parole, soit je ne suis pas le porte-parole. Donc, suite à ces manquements-là, j'annonce ici, en direct de Paris, ma démission de mes fonctions. Et après mon tour, je vais bien sûr revenir sur Paris, donner ma lettre de démission au président de la République et aussi une photocopie au président Macron. Je vais profiter du séjour pour réfléchir sur mon avenir politique et surtout faire ma dot avec les jeunes Françaises qui ont bien sollicité, voulu me doter. Donc voilà, je vais vous rendre l'antenne parce que l'équipe de Neymar essaie de m'appeler et je vous souhaite une bonne continuation et Inch'Allah, on se revoit à Abidjan. Autre chose, Brice. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, monsieur le porte-parole. D'accord. Vu que j'ai pris une décision de profiter de mon séjour. Si vous avez des parents qui ont des barrages qui souhaitent ramener en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas de me faire signe. Voyez avec l'équipe et les Abidjanais, entrez dans mon inbox. Je me ferai le plaisir de convoyer ces barrages-là en Côte d'Ivoire, vu qu'il y a de la place dans l'avion. 15 € par kilo, il paraît. Oui, on pourra toujours s'arranger. Merci, mon cher Brice. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Et bon séjour. Merci à vous. Quand même. C'était le porte-parole du porte-parole des affaires ministérielles qui est à Paris pour des raisons propres à lui. Voilà, vous l'aurez noté, vous l'aurez décrypté. Merci Marie Sakafis, merci André Bois, Jean-Marc Seka, Edith Broubleu, Israël Guébo et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite du programme, nous vous offrons une belle production africaine. C'est le film congolais maintes fois primé, Viva Riva, sur ce bon week-end et que Dieu vous garde. Demain, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Connie Touré et toutes les dames du Life Weekend.